Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% Live. On va revenir comme chaque semaine sur toute l'actualité catch de cette dernière semaine qui nous rapproche encore un peu plus de la plus grande fête de l'été qui est SummerSlam. Mais en attendant, on va se focus sur cette semaine avec aujourd'hui deux guests, bien sûr, pour m'accompagner pour cette émission. En premier, nous avons Auguste. Comment tu vas? Bonjour PA, bonjour à tous, je vais bien. Ravi comme à chaque fois d'être là sur Ring the Bell pour parler catch. Et oui, dernière semaine avant SummerSlam, ça, la température commence à monter et on aime ça en ce mois d'août chez WWE. Donc pressé d'y être, mais pour l'instant on va rester sur les weekly classiques. Et oui, parce qu'on a quand même un épisode de Raw à décrypter cette semaine, on va pas y échapper. Et le deuxième invité, bien sûr, c'est Nathan. Comment tu vas? Là, ça va très bien et toi? Et le beau temps est revenu, donc très content d'être là. Et puis, à ma grande désillusion, on n'a pas eu le rematch entre Karrion Cross et Keith Lee Harrow, mais on va pouvoir quand même débriefer de ce qui s'est passé lors du show rouge. Et ne t'en fais pas, on va quand même parler de Karrion Cross, bien évidemment. Petit rappel pour les petits nouveaux qui nous rejoignent. Le sommaire de cette émission est très simple. Trois segments qui reviennent sur le Raw de ce lundi soir. Auguste qui va nous présenter ce qui s'est passé à l'AEW cette semaine. Trois news et enfin un débat autour de SummerSlam, puisque c'est le show qui arrive et qui nous intéresse vraiment prochainement. On commence tout de suite donc avec les recaps de Raw et comme je l'avais promis à Nathan, on va parler de Karrion Cross qui, encore une fois, dans un merveilleux exemple du booking 50-50 de la WWE, a pris sa revanche sur Jeff Hardy. Alors on s'en rappelle pour le premier Raw avec des fans. La WWE avait décidé de redonner No More War à Jeff Hardy, ce qui est une très bonne nouvelle, mais avait aussi décidé de le faire battre Karrion Cross, qui était à ce moment-là invaincu. Karrion Cross a récupéré sa victoire, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Auguste, mais je pense que les dégâts sont déjà faits pour Karrion Cross. Ouais, après, je sais pas parce que il a quand même battu Keith Lee avec son étranglement. Là, il bat Jeff Hardy assez vite avec la même prise. Donc, j'ose espérer qu'ils ont quand même un plan pour le futur. Par contre, je pense que s'ils le mettent autant à Raw chaque semaine, même si c'est dans des matchs très courts, qu'il n'a pas encore de grandes promos ou une rivalité, on va dire, stable sur la longueur, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il perde son titre à TakeOver pour qu'il soit pleinement un membre de Monday Night Raw dès à présent et qu'il puisse s'installer durablement. On l'espère avec Scarlett parce que ça rajoute quand même un bon point à son personnage, à un côté mystique, à toute sa gimmick et à son thème Fall and Pray. Et j'espère qu'une fois mais qu'il sera pleinement à Raw, il pourra avoir une rivalité plus longue, un peu plus sérieuse, des matchs plus longs et surtout comment dire, une construction un peu plus, un petit peu mieux gérée, parce que là, effectivement, avec Jeff Hardy, il a un partout, avec Kissy, il a un partout, même si il a une victoire sur les derniers matchs, mais bon, ça reste encore léger, donc on espère quelque chose de, de plus sérieux, pourquoi pas directement dans la mid-card pour le titre US à Clash of Champions. On verra bien ce qu'ils vont nous sortir avec Karrion Cross, mais pour l'instant, c'est très très flou pour l'actuel champion de la NXT. Nathan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Karrion Cross peut être sauvé ou est-ce qu'il va sombrer comme beaucoup de call-ups de NXT? Bah, on le voit avec le public, hein, quand il est rentré lundi, les gens ils s'en foutent déjà du champion. Donc ça sent pas très bon. Après, ils peuvent toujours lui redonner du momentum et il peut toujours revenir et redevenir over auprès du public. Ça, ils savent le faire. Maintenant, quel est l'intérêt de l'avoir fait perdre en 1 minute 40 il y a 3-4 semaines contre Jeff Hardy, si c'est pour le rebattre là en 8 minutes? Il y a encore un peu de fainéantise made in WWE en faisant du booking 50-50.
Maintenant, on verra ce qu'il advient de Karrion Kross déjà à NXT, avant de parler de lui dans le roster principal. On va voir s'il perdra son titre ou non contre Samoa Joe à TakeOver. Après, on sait qu'NXT va être chamboulé ces prochains mois avec les annonces qui tombent au fur et à mesure des jours. Donc on verra si Cross est dans les plans d'NXT ou il ira à Raw, mais à Raw en tout cas, c'est pas gagné. Déjà avec le public, il est pas du tout over, les gens s'en foutent. Et après, bon bah, voilà, il est à un partout contre Kisly, à un partout contre Jeff Hardy. Donc à voir, on a peut-être le kick-off de SummerSlam tout trouvé là. Un triple menace entre Kisly, Jeff Hardy et Karrion Kross, là c'est nickel. Quelle horreur. On n'a pas honte de donner des idées comme ça. Enfin, c'est le premier segment de l'émission, on donne déjà des mauvaises idées. Reconcentrez-vous, s'il vous plaît. Mais c'est très probable, en vrai. C'est vrai que c'est probable. Quelle horreur. On enchaîne avec le deuxième segment de ce Raw Recap. Et c'est un nouveau personnage qui a été teasé par la WWE pour Elias, on a vu dans la nuit devant un feu et qui a brûlé sa fameuse guitare qui le rendait très célèbre. Et il a dit que sa fameuse catchphrase WWE stands for Walk with Elias, mais Elias est mort. Nathan, est-ce que tu as espoir pour Elias, un peu comme tu aurais peut-être espoir pour Karrion Kross? Est-ce que tu penses que Elias peut refaire surface depuis ça fait longtemps qu'il est bien enterré là. Ouais, je m'attends juste à ce que dans 3 mois, il soit viré, le pauvre, parce que là, c'est compliqué. Son personnage, sa gimmick était un peu over auprès du public. Quand il y a du public, ça marche un petit peu, les gens réagissent, mais dès que y a une gimmick qui marche un petit peu, qui est un peu over, bah, il la brûle hein, chez WWE, donc c'est un peu dommage. Il a perdu sa feud récemment contre Jackson Ricker, qu'on n'a pas vu non plus à Raw, parce que chez WWE, quand tu gagnes des matchs, tu gagnes des vacances, t'as pas le droit de profiter de ton momentum. Je suis un peu pessimiste, je sais pas si le changement de gimmick amènera quelque chose à Elias. Dans le ring, c'est pas le meilleur catcheur du monde non plus, donc il arrive pas à transcender les gens quand il a un match. Donc on en verra plus dans les prochaines semaines si on le voit, parce ils sont capables de pas nous le faire apparaître à l'écran dans les prochaines semaines. Donc on verra ce qu'il lui réserve après SummerSlam, et je suis un peu pessimiste, mais bon, on verra bien. Ouais, c'est vrai que là, à tout moment, ils nous le mettent pas pendant 3 mois, ils nous font un retour à grande pompe de Elias. Enfin bref, on verra bien ce qui va se passer avec ce merveilleux Elias. Auguste, toi, est-ce que t'es confiant pour Elias ou est-ce que tu penses comme Nathan que dans 3 mois, WWE has come to term with the release of Elias? Ouais, bof, parce que, comme l'a dit Nathan, Elias dans le ring, c'est quand même très très moyen. Donc, son gros point fort, c'est son micro. Et en plus, ça marchait très bien avec le public. Hein. Ça, enfin, il était un peu over. Enfin, quand il parlait, le public l'écoute et lui répond. Donc, il y a quand même une interaction avec son personnage. Donc, je trouve ça bizarre qu'ils enterrent ce personnage, mais qu'ils le brûlent même. Mais, mais là, je suis un peu curieux de voir à quelle route ils vont aller vers Elias parce que là, pour moi, il avait sa gimmick parfaite. Maintenant, sur son avenir, c'est sûr que Elias n'est pas protégé. Donc, avec la folie qu'a Nick Khan en ce moment, si il veut le virer, il peut. Maintenant, je pense pas que ce soit dans les plans. Je pense que si tease un nouveau perso, c'est quand même pour qu'il reste et qu'ils ont un plan pour Ilias. Il faudra suivre ça, je pense, dès la semaine prochaine, enfin dès lundi là. Euh, on va dire, je suis vite fait curieux de voir où est-ce qu'ils vont aller, mais pour l'instant, ça m'excite pas plus que ça. Eh bien, on va passer au dernier segment de ce round, peut-être le plus important. Randy Orton a fait son retour après plusieurs semaines d'absence, un petit peu inexpliquées. Et il a retrouvé son grand copain Riddle et des retrouvailles en grande pompe qui se sont terminées avec un RKO bien vicelard de la part de Randy Orton. C'est son fonds de commerce depuis plus de 10 ans maintenant. Tout le monde l'attendait, il est arrivé ce RKO. Alors moi je suis très heureux parce que je ne supporte pas cette équipe.
Maintenant, j'ai deux personnes avec moi qui sont peut-être pas d'accord avec moi. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de cette décision de flanquer un RKO à Riddle? Bah, franchement, on savait tous qu'à un moment, Orton allait trahir Riddle, parce qu'à chaque fois qu'il fait équipe, il trahit son partenaire. Maintenant, je suis un peu triste que ça arrive si tôt. Enfin, je veux dire, j'aurais bien aimé qu'ils aient au moins une chance pour les titres par équipe et que genre, ils perdent à cause de Riddle et ça énerve Orton et là il lui met le RKO. Mais là, Orton, on l'a pas vu depuis longtemps. Il revient et on sait pas pourquoi il veut plus faire équipe avec Riddle et il lui fout le RKO. Donc je suis un peu déçu parce que moi j'adorais cette équipe bon, qui n'a pas duré longtemps. Maintenant, je pense que malgré le RKO, Riddle il va pas lâcher l'affaire, il va pas redonner à Randy Orton, il va vouloir, enfin il va toujours vouloir être en équipe avec lui. Ça va faire et Orton, ça va le saouler et il va continuer à le frapper. Et après, soit on se retrouve avec un match en solo entre Riddle et Randy Orton, qui peut être intéressant, soit on se retrouve un scénario mais comme The Bar ou mince, ou The Rock and Sock Connection, où deux personnalités mais qui ne, enfin, qui ne s'aiment pas ou qui sont contraires ou opposés vont finir par s'associer. Euh, je pense qu'ils vont plutôt aller du côté solo. Mais je suis quand même impatient de voir quelle, quelle réaction va avoir Riddle à Raw lundi. Mais à mon avis, il va continuer à être dans les pattes de Randy Orton. Ouais, Riddle est comme un parasite, on a du mal à s'en débarrasser, surtout quand on s'appelle Randy Orton. Nathan, toi, t'es plutôt de mon côté, est-ce que t'es plutôt content ou est-ce que t'es que du côté de Gus et t'es un peu déçu de cette séparation? Ah, mais je pense pas qu'ils ont split. Enfin, sinon, c'est très con, mais je pense que c'est juste un petit RKO amical, comme si on se mettait des petits coups de boule dans un vestiaire avant le rugby, quoi. C'est un peu cliché, mais c'est ça. Mais on a vu le dark match derrière. Cena est arrivé. Après Raw, il y a eu un dark match avec Cena et Damien Priest. Et Cena est arrivé. Les trois, Orton, Riddle et Cena, se sont fait un gros câlin. Donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas, fans de RK Bro. Je pense que c'était un RKO amical. Orton n'était pas là depuis 7 semaines. Bon, ça n'a pas été trop expliqué. C'était le fil rouge de l'émission. Et juste, à part ça, je trouvais ça dommage qu'il l'annonce genre 3 heures avant le show que Orton serait de retour. J'aurais pu faire un petit clip la semaine dernière ou l'annoncer dans la semaine histoire de ramener un peu plus de téléspectateurs à Raw, parce qu'on sait que les ratings en ce moment, c'est pas la folie. Et bon, la COP de WWE sur certains points est un peu bizarre des fois. Mais sinon, sur le segment, ils ont occupé une bonne partie de l'émission. Je pense que c'est la chose la plus cool à Raw en ce moment. Le main event entre Orton et Styles était plutôt sympa. Le finish était cool. Et je pense que RK Bro aura quand même sa chance au titre à SummerSlam contre Styles et Omos, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait des titres par équipe, même si WWE s'en fout de sa division par équipe, qu'est-ce qu'on fait de AJ Styles s'il n'y a pas Orton et Riddle face à eux? Et on peut pas se passer des AJ Styles à SummerSlam, je pense. Donc, et puis il faut vendre des t-shirts, donc je pense que l'association n'est pas finie, mais on en saura plus lundi à Raw, et en tout cas, c'est la chose la plus intéressante à Raw en ce moment. Disons que pour toi, c'est un petit RKO je t'accepte comme équipier, quoi. C'est ça. C'est un RKO, voilà, une petite baffe qu'on se mettra entre potes, quoi. C'est un peu à la, à la Randy Un, un- Orton, quoi. un petit taquet, quoi. Allez, on passe, on quitte le navire rouge de la WWE et je vais donner la parole à Auguste pour le recap de l'AEW à Dynamite de cette semaine. Merci PA. Donc, je vais vous faire un résumé rapide de ce qui s'est passé à All Elite Wrestling Dynamite. On sait bien qu'il y a eu Rampage qui a été inauguré cette nuit. Mais ça, je vous le proposerai par écrit ce soir, enfin quand la vidéo sortira, le résumé de All Elite Wrestling Rampage sera en ligne. À Dynamite, le show s'est ouvert sur un combat 3 contre 3 entre Kenny Omega
et les Young Bucks, donc champions Elite Wrestling mondial et les champions par équipe, contre les frères Seidel et Dante Martin. Donc évidemment, c'est les membres de The Elite qui ont gagné, mais le plus intéressant dans tout ça, c'est l'après-match, vu qu'il y a Christian Cage et, Jurassic Express, pardon, donc Jungle Boy et Luchasaurus qui sont intervenus, et Christian Cage est venu avec quelques nouvelles, dont celle que a AEW All Out, donc le prochain pay-per-view qui aura lieu le 5 septembre. Kenny Omega devra défendre son titre mondial All Elite Wrestling contre lui-même, contre Christian, et qu'en plus, pour l'inauguration de Rampage, ce dernier devra défendre son titre Impact également contre Christian. Donc Christian qui pourrait devenir, mais comme Kenny Omega, un double champion. On verra ce qui se passe euh, dans la soirée et à All Out. Et également, et la dernière nouvelle, c'est que les Young Bucks devront défendre leur titre par équipe contre Jungle Boy et Luchasaurus la semaine prochaine à Dynamite. Donc, 3 matchs de championnat à suivre, 3 matchs qui concernent The Elite et Jurassic Express. Ce qu'on peut dire, c'est que la AEW nous met très bien sur les matchs de championnat. Ensuite, on va passer du côté féminin, où la rivalité entre Britt Baker et Red Velvet continue à monter en température. Donc, cette semaine, Britt Baker était chez elle, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les fans étaient extrêmement contents de l'avoir, ils l'ont acclamé, même si elle a un personnage heel. Tout le monde avait un t-shirt à son effigie. Et donc elle était en interview avec Tony Schiavone, et évidemment Red Velvet est intervenu et l'attaque violemment avant qu'on les, qu'on les sépare. Leur match à Rampage, mais qui sera également le main event, promet. Et enfin, dernier petit segment qui était le main event, la quatrième labeur de Chris Jericho, le quatrième travaux de Chris Jericho dans l'échelle que MJF lui a créé. Donc il était contre Wardlow, donc un des protégés de MJF qui est membre du Pinnacle. Euh, Pardon. Et la stipulation était que MJF était aux abords du ring et qu'il pouvait à peu près faire ce qu'il veut. Donc Wardlow domine les 3 quarts du match avant que Aubrey Edwards, l'arbitre du match, voit MJF trop tricher et trop profiter et l'écarte des abords du ring. Et pendant que l'arbitre a le tourner, Jericho s'empare d'une batte de baseball à la Sting et agresse Wardlow avec, ce qui permet à Chris Jericho de l'emporter sur Wardlow et de pouvoir atteindre la 5e épreuve, donc qui sera contre son ennemi juré MJF. Sauf que MJF a toujours le droit de choisir la stipulation. Et donc, Chris Jericho n'aura pas le droit d'utiliser son finisher, donc qui est le Judas Effect. Et en plus, juste pour l'embêter, parce que ça n'aura aucun impact sur le match, il devra faire son entrée sur sa musique. Sur sa musique Judas in My Mind, qui est repris en entier par le public et qui donne chaque semaine une grande scène d'émerveillement et d'interaction entre un catcheur et son public. Donc, voilà, donc ça c'est juste pour le taquiner. On se retrouve dès la semaine prochaine, pas sur la radio, mais ça sera disponible sur le site de Wii Sport avec le récap. Alors, tout d'abord, le récap du premier Rampage, ensuite le récap du prochain Dynamite la semaine prochaine, puis le récap du deuxième Rampage qui sera à Chicago avec l'ombre de CM Punk qui va planer autour. Et on se retrouve très vite donc pour la suite de All Elite Wrestling.
Merci Gus pour ce recap de l'AEW et on part tout de suite sur les trois news qu'on a choisi cette semaine de vous présenter. Et la première, c'est une news, je dirais, 100% française, puisque la chaîne AB1 va commencer la diffusion de WWE Most Wanted Treasure à partir du 6 septembre. Alors, on vous avoue que on n'a pas les détails, hein, mais on estime que ce sera un peu des matchs, le coffre à catch pour la génération catch attack, bien sûr. Voilà, ce sera des matchs qui sont vieux et rares, je dirais, qu'on peut voir sur le network, mais pas si on n'a pas le network, on peut pas les voir. Nathan, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, est-ce que tu vas te brancher sur AB1 le 6 septembre ou pas du tout? Tu as le network et tu vas aller voir sur le network. Alors, me brancher sur AB1, pourquoi pas? Ça peut être sympa, mais en tout cas, ça donnera une nouvelle visibilité au catch en France, donc c'est une bonne chose. Et puis, ça permettra de replonger dans de belles époques de WWE en regardant de très bons matchs et d'être un peu nostalgique sur ces grandes heures. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la France et pour WWE. Maintenant, on verra les audiences, mais je pense que ça peut bien marcher. Et puis Philippe Chiro et Christophe Ajus aux commentaires, ça ne pourra que sublimer le match qu'on nous montrera, qu'on nous diffusera. Bien sûr, c'est vrai qu'on est très chanceux en France d'avoir deux très bons commentateurs, ça c'est clair et net. Auguste, toi, est-ce que tu vas essayer de checker un peu ça le 6 septembre? Je pense, enfin moi de toute façon, je regarde Raw et SmackDown en leur compagnie sur AB1 en France, donc je pense pas, enfin je serai sûrement pas là sur le direct, mais je regarderai peut-être ça en replay si je trouve le temps. Mais oui, c'est une émission qui peut m'intéresser, en plus pour une fois, mais qu'une émission américaine arrive en France, c'est cool. Il avait fait enfin, en début d'année avec les documentaires de l'Undertaker de André the Giant. Donc c'est cool si AB1 arrive à se procurer les droits sur certains produits américains. Parce que ça prouve qu'ils font de bonnes audiences et que le catch en France a un bel essor. Donc, je trouve ça très très encourageant. Donc, je pense, ouais, je passerai une tête sur ce programme. Écoute, peut-être que j'essayerai de voir un petit peu, au moins la première, ce que c'est, et puis après je jugerai si je me brancherai sur les autres. En tout cas, on passe à la deuxième news qui concerne le champion universel Roman Reigns, qui a déclaré dans une interview qu'il est sans script une fois qu'il a son micro dans les mains, et que de toute façon, s'il allait hors du script, qu'est-ce que la WWE va faire? Ce sont ses mots. On a un champion universel très confiant, the head of the table, bien sûr. Auguste, ouais, déjà, est-ce que tu crois à Reigns quand il dit qu'il n'a pas de script du tout? Alors, je pense, euh, je sais pas s'il en a aucun, mais je pense qu'il a au minimum une trame et qu'après il est assez libre d'improviser un peu ce qu'il a autour. Après, je pense pas, mais qu'il peut dire un peu n'importe quoi. Mais en fait, je pense qu'il fait référence à son passage, enfin, à sa promo contre Fina où il évoque la position du missionnaire et passage qui a été supprimé de leur chaîne YouTube et je crois même du show. Euh, je pense il fait référence à ce passage et ce qu'il a dit aussi, c'est que bah, même s'il allait un peu hors des chemins battus, bah, la WWE ne pouvait pas le virer parce qu'il est trop important pour l'entreprise, ce qui est vrai. Enfin, si demain, Monsieur William Reigns, bah, tu perds en ce moment ta plus grosse superstar, donc ça serait une erreur monumentale de le virer et surtout de le proposer sur un plateau aux autres fédérations. Euh, donc en ces mots-là, il a raison. En plus, il a Paul Heyman à ses côtés et, et de toute façon, il a totalement raison. Je repense encore à cette image à WrestleMania où toutes les superstars sont venues pour le discours de Vince
qui accueille les fans. Sur la première ligne, on a toute la famille McMahon, Triple H et Roman Reigns, mais qui est seul sur la même ligne, mais que les présidents. Donc je pense que ça prouve bien qu'il a un statut qui est intouchable en ce moment à la WWE et que de toute façon il est beaucoup trop cool et beaucoup trop fort en ce moment pour qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et donc, s'il a aucun script, tant mieux parce qu'il nous offre d'excellentes promos chaque semaine, même si je pense qu'il a quand même une petite trame à suivre pour que l'histoire soit cohérente. Écoute, Nathan, je vais te poser la même question. Est-ce que tu es dans le même sens de réflexion que Gus? Bah, il suffit de regarder WWE en ce moment. Qui a la meilleure gimmick et qui fait les meilleures promos depuis un an à Stamford? Bah, c'est Roman Reigns. Et je pense qu'il a énormément de liberté. Il l'a dit à Sport Illustrated, bah voilà, je pense que c'est la même déclat que depuis SummerSlam l'an passé, il est tranquille. Il lui laisse beaucoup de liberté sur l'écriture de ses promos sur son personnage. Il est couplé à Paul Heyman en plus qui fait un bon taf. Il y aura toujours Vince McMahon pour valider ou non les promos, je pense. Tout passe par lui avant les shows, mais voilà, quand on laisse de la liberté un petit peu aux personnes pour s'approprier la gimmick et pour vraiment mettre un petit truc personnel dedans, bah, ça marche. Et quand on laisse les scénaristes écrire des promos, bah, on voit ce que ça donne, hein. Il suffit de comparer les promos par exemple de Charlotte Flair ou de Roman Reigns, parce que les deux ont une excellente delivery sur les petites mimiques, le visage, les visages qui donnent pendant les promos, etc. Mais il y en a une, c'est chiant et on ne retient rien, et l'autre, bah, on, on est captivé et on aime le personnage. On a encore vu cette nuit à SmackDown l'échange entre Reigns et Cena. Ça a été Extraordinaire. explosif. Ça a été explosif et on sent que les deux, bah, c'est les deux qui ont le plus de liberté, je pense, actuellement chez WWE au niveau des promos. Et si on arrêtait de scripter, on arrêtait d'écrire toutes les promos de tous les catcheurs, ben on s'emmerderait moins, je pense, pendant les shows, parce que ils veulent faire des matchs de 2 minutes pendant les weekly, mais du coup on a une bouillie de segments qu'on retient jamais, parce que les promos c'est toujours les mêmes. Je prends encore l'exemple de Charlotte Flair, elle a une excellente delivery, et je pense que si on lui laissait plus de liberté, je sais pas si elle a la liberté ou pas pour écrire ses promos, mais je pense que si on lui laissait de la liberté pour écrire ses promos, elle serait vachement plus intéressante comme personnage. Et je pense à un mec comme Kevin Owens aussi qui est un excellent promo guy. Bah, si on lui laissait parler de la liberté, c'était lors de son règne de champion universel. Les scénaristes disaient que bah, si on avait un problème et qu'il fallait envoyer quelqu'un combler 10 minutes de segment en impro, on envoyait Kevin Owens parce au micro il est excellent et ça permettrait à des mecs comme Zayn, comme Owens par exemple, de se créer un personnage, de se l'approprier, de rendre ça ultra intéressant. Donc ça fait des années qu'il laisse les scénaristes écrire les promos et bah, ça fait des années que c'est chiant. Donc c'est une bonne chose qu'il laisse de la liberté à Roman Reigns pour exploiter son personnage au maximum et c'est le truc le plus intéressant actuellement chez WWE. Ouais, je suis plutôt d'accord pour revenir très rapidement sur l'affrontement, le face-à-face qui a duré 30 minutes. Hein. Attention, entre Reigns et Cena au micro, extraordinaire, plusieurs références qui sont incroyables. On peut pas vous en faire justice, il faut que vous trouviez sur YouTube le segment complet et que vous vous régaliez pendant 20 minutes. Parce que clairement, c'était incroyable. On continue pour la troisième et dernière news du coup, c'est Murphy. Murphy qui a été licencié de la WWE, ça fait un peu de temps maintenant, et bien qui tease un retour avec quelques vidéos sur son compte, sur ses réseaux sociaux, mais moi je les ai vues sur Twitter. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense, Nathan? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Murphy va revenir? Alors pas la WWE, certainement pas. Mais tu le vois où toi? La W? C'est originalement Impact quelque part, je ne sais pas. Je verrais bien chez All Elite parce que ces vidéos sont. Alors déjà c'est très bonne vidéo, bien teasée, bien comme il faut, bien réalisée. Je trouve ça très très classe et on voit beaucoup de références à Malakai Black, je trouve. Dans les vidéos. Je vous conseille d'aller les voir si vous les avez pas vus sur Twitter, elles y sont. Et il y a beaucoup de références avec Malakai Black. On sait qu'il a une histoire et un passif avec Black chez WWE et il pourrait continuer leur rivalité. Ça m'étonnerait pas que d'ici All Out le 5 septembre, on ait un petit Malakai Black Buddy Murphy qui pourrait donner un match très très sympa du côté de l'Elite. Murphy il est libre le 31 août 2021, donc il pourra à partir de là s'engager où il veut. Je le vois donc bien du côté de l'élite, les vidéos sont très cool et il y a pas mal de références à Malakai Black. Malakai Black cherche des défis, il a squash Cody
lors de Dynamite la semaine passée, il y a 2 semaines, et enchaîner sur Murphy avant de partir peut-être sur une course au titre, on ne sait pas trop où. Ça pourrait vraiment être sympa. Et voilà. Je vois Murphy du côté de l'élite. Il a l'air d'être en excellente shape comme d'habitude. Au niveau in-ring, il est génial. Donc il a tout pour réussir du côté de AEW, je pense. AEW, donc pour Nathan, Auguste, je pense que tu vas être d'accord avec lui. Tu vas pas me l'envoyer à Impact, quand même. De toute façon, maintenant, c'est la même chose, vu que All Elite, Impact et NJP, EW sont en partenariat. Mais oui, oui, je vois plus du côté de All Elite Wrestling, évidemment, parce que énorme talent in-ring, il a, il a toutes les caractéristiques d'un lutteur chez All Elite Wrestling. Maintenant, vu le nombre de catcheurs que WWE renvoie et qui sont dispo sur le marché et même dans les autres fédérations, il va falloir que All Elite Wrestling sélectionne minutieusement les, les talents qui prennent, parce qu'ils pourront, enfin, il n'y aura jamais de la place pour tout le monde, même s'ils ont un nouveau show, même s'ils ont Dark et Dark Elevation en show mineur pour caser le plus de monde possible. Mais à un moment, sur les gros spots, bah, tu peux pas avoir tout le monde en même temps. Mais oui, je rejoins Nathan, Murphy et Aleister Black, enfin, et Malakai Black, pardon, ont, ont, une- ont un passif, et même ils se cherchaient sur les réseaux on leur montrera ailleurs, enfin, on se reverra ailleurs. Donc oui, je pense qu'il y aura une autre rivalité entre les deux. Et surtout, mais elle sera mieux écrite parce que chez WWE, on a eu plusieurs matchs et les matchs étaient excellents, mais il n'y avait aucun fond. Enfin, sans, sans, sans vexer, c'est comme avec Sasha Banks et Bianca Belair. Cette année, on a eu un excellent match. Attention à toi, On a eu là. un excellent match T'es pas en train de dormir, hein. Attention. Attends, Pierre. On a eu un excellent match à WrestleMania. Sûrement on va prendre large, mais dans le top 3 de cette année. Mais au niveau de la réalité, au fond, on n'a rien eu. Donc, euh, avec Murphy et Aleister Black et la WWE, c'était la même. Je pense que chez All Elite, entre Malakai Black et Murphy, ils auront une profondeur d'écriture un peu plus poussée, une rivalité un peu plus poussée aussi. Donc, j'espère qu'il va y aller et qu'on aura un nouveau grand match, même si je pense que ce sera. Enfin, on n'aura pas ce match-là à l'out. Je pense qu'à l'out, on aura une revanche entre Cody Rhodes et Malakai Black. Et elle va peut-être intervenir en après-match, mais on n'aura pas un match là. Mais d'ici fin 2021, début 2022, je pense qu'il y a des grandes chances pour qu'on ait ce match. Je vais quand même répondre à la pique que t'as envoyée à Sacha Banks totalement gratuitement. C'est Je pas une n'apprécie pique, pas trop ce geste, Auguste. C'est un carton jaune pour toi. c'est pas une pique. La rivalité a bien commencé, hein. Là, en route vers SummerSlam. Il faut regarder le show bleu, hein. Non, Pense qu'au plus, hein. j'ai pas dit là, je dis à WrestleMania, mais c'est la première rivalité. Parce que sur la road to WrestleMania, il n'y a eu aucun fond, mais un excellent match. Attention quand même, hein. T'es pas loin du carton rouge, là. Bref, on va passer tout de suite au débat de la semaine. Et ce débat porte, comme je l'ai dit, sur SummerSlam. Alors, d'où vient ce débat? Je vais vous raconter une petite histoire telle Père Castor, n'est-ce pas? J'ai regardé un podcast que je vous conseille d'ailleurs qui s'appelle Wrestling avec Brandon F. Walker, qui est donc le présentateur de ce podcast. Et j'ai bien évidemment regardé l'épisode où il avait en invité Sasha Banks. Et pendant ce podcast, en fait, il a sorti un point que j'ai trouvé super intéressant. Est-ce que, et je vous pose la question les gars, est-ce que pour vous, le SummerSlam de cette année est plus gros en termes de match-up que l'on a, et plus, je dirais, important, gros, que le WrestleMania 37 qu'on a eu il y a quelques mois maintenant? Alors, plusieurs arguments pour ça. Déjà, les matchs et les noms qu'on a dans ces matchs.
John Cena, Goldberg, excusez-moi de le dire, mais bon, ça reste un nom. Et surtout aussi la présence des fans, parce que à une semaine du show, pour l'instant, on l'a toujours à Vegas, et avec une salle qui serait bien pleine, plus plein que le Raymond J Stadium pour WrestleMania. Donc voilà, la question est posée, elle est sur la table. Nathan, si tu veux répondre en premier, est-ce que pour toi, ce SummerSlam paraît en tout cas plus important que le WrestleMania 37? J'irais même plus largement, je dirais que le week-end de SummerSlam sera plus gros que celui de WrestleMania. Euh, Comme tout fan de catch, on va arriver sur un SmackDown avant SummerSlam qui peut continuer de nous teaser, notamment l'affrontement entre Reigns et Cena, qui peut nous donner de bons segments. Il y a un Rampage, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y aura un Rampage à Chicago, et il y a potentiellement CM Punk qui va revenir, donc Moi, ça j'ai encore vu peut une faire. vidéo aujourd'hui, pour rebondir sur ça, excuse-moi, je te coupe. Petite Vas-y. vidéo, une promo de Darby Allin, si je dis pas de bêtises. Sting à ses côtés, et Darby Allin qui nous sort que il y a une seule place au monde où tu peux prouver que tu es le meilleur, donc le United Center de Chicago, et que des fois, même quand tu penses que tu es le meilleur, tu n'es pas forcément le best in the world. La WWE qui tease beaucoup CM Punk s'il vient pas, c'est une énorme déception, mais vas-y, je te laisse continuer sur le débat de la semaine. Mais s'il arrive, ça va être huge parce que c'est CM Punk Attention. et ça va toujours, ça rajoutera énormément à ce week-end de SummerSlam parce que ensuite, après SmackDown et Rampage, on va enchaîner sur SummerSlam le samedi, qui nous propose des sacrés matchs avec notamment Cena Reigns qui, je pense, va être le pinacle du show sans aucun doute. Et ensuite, on a un NXT Takeover le samedi qui juste par Dimanche. le dimanche, pardon qui juste par le Walter Ilya Dragunov me vend le show tout seul, hein. Les deux là, s'il y a un match à voir sur ce takeover, je pense que ça sera celui-là. Ils peuvent nous donner le match de l'année très très facilement les deux. Leur premier affrontement avait été géant, donc pourquoi pas celui-là. Donc oui, je pense que le week-end de SummerSlam en globalité sera plus gros que le week-end de WrestleMania. Si on regarde la carte de SummerSlam, elle a rien à envier, je pense, à celui de Mania. À la place de Goldberg, on avait McIntyre à Mania. Est-ce que Goldberg fait plus vendre? Peut-être. Est-ce qu'on avait envie de le voir? Pas sûr. Non, Non. On a la revanche entre Sacha Banks et Bianca Belair, qui je pense nous donnera un excellent match. ça c'est oui, hein. On aura bon le match d'Euro pour le titre féminin reste à voir. Reste à voir si Becky Lynch sera dans les parages, même si je crois pas trop. On verra ce qu'ils vont nous donner. On a le Edge Rollins qui peut être excellent et qui continue à nous hyper petit à petit au fur et à mesure des épisodes de SmackDown. On a un match qui s'est rajouté qui va donner envie à tout le monde, qui est un Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Je pense que tout le monde a envie de le voir. Bonsoir, non. Voilà, bon, ils l'ont rajouté, je pense que ça fera kick-off, mais je pense que la carte de SummerSlam a rien à envier à WrestleMania, même si WrestleMania était sur 2 nuits. On peut s'attendre à des gros retours aussi du côté de SummerSlam. Pourquoi pas Becky Lynch, même si plus ça avance, moins on y croit. Pourquoi pas, soyons fous, Brock Lesnar, mais bon, ça, c'est encore moins probable. Donc, je pense que ce week-end de SummerSlam sera vraiment géant par le fait aussi que le public revient. Ça sera le premier Big Four avec une salle pleine, parce que oui, à WrestleMania, il y avait du public, mais il y avait Kevin Dunn aussi. Là, je crois qu'il me semble que c'est 75 000 personnes. Je veux pas dire de conneries, mais je sais plus exactement combien c'est. Ça va être sympa. Il y aura forcément une excellente ambiance et voilà, le retour du public fera du bien pour un Big Four et voilà. Habituellement, SummerSlam est le deuxième plus gros show de l'année. Ça pourrait être le plus gros show de l'année dans ces conditions. Bah, c'est sûr que, en tout cas, sur le papier, c'est vrai qu'en regardant les deux cartes, bon, c'est pas très comparable parce que, comme tu l'as dit, WrestleMania était sur les deux nuits, mais quand même, ça m'a l'air d'être un show assez foufou. Et comme tu l'as dit aussi, il y a tout ce qu'on sait qui va se passer, donc le SmackDown, le Rampage, le Takeover, et ensuite enfin, le SummerSlam, et ensuite le Takeover. Mais il peut y avoir très bien des retours. On se rappelle le SummerSlam il y a 2 ans. C'était pas passé grand chose dans le show en tant que retour. Le lendemain à Raw, il y a Sasha Banks qui revient. Donc voilà, la WWE va nous garder, je pense, des bonnes surprises pour les Raw et SmackDown d'après. Donc je pense que vraiment là, on est sur une semaine et un week-end qui s'annonce très 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 historique au niveau de la qualité des shows, en tout cas on l'espère, qu'on va voir. Auguste, je sais pas si tu es d'accord avec nous, est-ce que tu penses que SummerSlam peut dépasser WrestleMania cette année? Alors, comment dire? Si on compare les
les, les deux week-ends, je suis d'accord avec vous. Le week-end de SummerSlam s'annonce beaucoup plus gros que le week-end de WrestleMania. Pour toutes les raisons que vous avez dites. Par contre, si on compare juste les deux shows, genre juste WrestleMania et juste SummerSlam, sans prendre en compte ce qu'il y a autour, je pense que que WrestleMania restera plus gros de par son nom, de par les matchs, même si on a eu à WrestleMania, on a eu beaucoup de matchs, surtout mais dans la mid-card qui était très frustrant parce que excellent mais trop court. On a quand même eu deux main events absolument incroyables. Ensuite, euh, au niveau des noms, certes, on va dire qu'il y a plus de gros noms à SummerSlam, mais est-ce que c'est grâce à ça que la carte a fait plus envie? Euh, Personnellement, par exemple, si on compare deux stars qui pourtant n'ont rien à voir, par exemple, à WrestleMania, on a eu Bad Bunny. Donc au début, on savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner. Au final, il a donné ses tripes, son cœur, et ça a donné un excellent show stealer. Alors qu'avec Goldberg, on sait ce qu'on va avoir. Le match va durer 5 minutes. On va avoir 3 spears enfin, on va avoir 3 spears de Goldberg, 3 spears de Lashley, deux Jackhammer, un Hurtlock et c'est terminé. Enfin, le match, il a pas duré longtemps. Ça a créé. Je suis désolé de t'interrompre, mais t'es bien optimiste concernant la faculté de Goldberg de lever Bobby Lashley, hein. Pour faire son jackhammer, j'y crois pas une Ah, seconde, hein. attends, j'ai dit mais qu'il y aura Pas une seconde. j'ai dit mais qu'il y aura un Jackhammer, j'ai pas dit mais qui sera très propre, hein. On l'a bien vu en Arabie Saoudite, je Oh, crois. mais faut pas qu'il le fasse parce qu'il va le tuer là. Non, 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 non. Attends, il a pas réussi à lever l'Undertaker. Au respect pour l'Undertaker, il pèse son poids, mais Bobby Lashley, c'est une montagne. Non, 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 Oui, faut pas qu'il non, essaye. mais bon, on verra bien. Je pense qu'on aura un jackhammer. Moche peut-être, mais on aura un jackhammer. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on en parlera la semaine prochaine, mais bon. Moi, je te trouve Euh, très optimiste quant à la durée du match, hein. 5 minutes, je trouve que c'est un peu trop. Oui, Le 5 match, minutes, c'est l'entrée de Goldberg qui dure 5 minutes, hein. le match il sera très court, il sera sûrement mauvais et oubliable. Surtout si on a un changement de titre où là, j'espère mais que ça va huer. Enfin, en tout cas sur Twitter, ça va huer sale. Euh, et donc voilà, donc c'est pas. Certes, Goldberg doit faire plus vendre que Bad Bunny parce que c'est un gros nom et parce qu'il est apparenté au catch, alors que Bad Bunny c'est au milieu de la musique. Mais franchement, avec Bad Bunny, on a une très bonne surprise. On a eu un bon match. Parce que le grand match, faut pas aller trop loin non plus. Mais alors qu'avec Goldberg, on sait qu'on va avoir un match au mieux, avec le plus grand miracle, on aura un match moyen. Mais on a de très fortes chances d'avoir un match passable, voire très mauvais. Euh, et donc, sur les deux shows, je pense que WrestleMania sera meilleur que SummerSlam. Après, si la WWE nous surprend, tant mieux, et que SummerSlam est meilleur que WrestleMania, tant mieux. Surtout, mais que WrestleMania a l'avantage d'être sur 2 nuits, alors que SummerSlam que sur une nuit. Euh, Après, je suis d'accord avec vous, et je terminerai sur ça. Le week-end de SummerSlam peut être énorme si, si tout ce qui tourne et tout ce qu'on pense se réalise. On peut avoir un week-end franchement historique et à marquer au fer rouge dans la grande histoire du catch. Non, mais là, même sans se focus sur le SummerSlam. Mais oui, si, imaginons que Raw soit pas trop mauvais, hein, on espère, et que SmackDown soit aussi bon que d'habitude, que derrière Rampage nous sorte CM Punk, que les officiels de la WWE ils voient ça, donc ils font un SummerSlam extraordinaire, un NXT qui va être fou parce que les NXT Takeover c'est toujours fou, et que derrière le lundi à Raw on nous chope des retours et à SmackDown aussi pourquoi pas. Attention à la semaine. La semaine s'annonce énorme. Énorme. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Messieurs, si vous avez un petit mot à rajouter, peut-être
Tiens, vous savez quoi? Allez, on the spot, petite dernière question qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave. Nathan, c'est quoi le match que tu attends le plus à SummerSlam? Bah, Reigns-Cena, je pense. Au niveau de la construction, en tout cas, c'est celui qui est le mieux construit. Quand on voit la promo de SmackDown cette nuit, je pense que il y a pas photo sur le match qu'on attend. Enfin, que le match dont j'ai le plus de hype, en tout cas, c'est celui-là. C'est celui qui est le mieux construit et ça va nous offrir, je pense, un bon match. Même si le Rollins Edge peut être surprenant, même si Edge en 1v1, il m'a un peu déçu à Money in the Bank, donc je vais rester sur Reigns-Cena. Après, je vais défendre Edge. Là, je pense pas que le Rollins Edge dure 35 minutes. Je pense Oui. qu'en allez, 15 minutes, c'est plié. Donc, je pense qu'il peut tenir les 15, allez, 20 minutes. On Et est puis gentil. contre Rollins, ça peut offrir quelque chose de très bon parce que Rollins dans un ring est vraiment, vraiment excellent. Voilà. Donc pour toi, c'est Cena Reigns. Auguste, c'est quoi ton match que t'attends le plus? Moi, c'est Edge Seth Rollins. Parce que tout simplement, Cena Reigns, dans sa construction, dans ses promos, me hype terriblement, évidemment. Mais il faut pas oublier que Cena, dans le ring, c'est pas foufou non plus. On l'a souvent critiqué parce qu'il avait que 5 moves. Bon, ce qui est quand même, ce qui est quand même faux, mais euh, je pense, en plus, là, ça fait. J'allais dire 1 an et demi, mais on va pas dire que son dernier match, mais contre Bray Wyatt, ça a été un vrai match. Donc son dernier match de catch, enfin son dernier vrai match de catch dans un ring et avec du public euh, et, et à la télé, pas en dark match, ça doit remonter à, je sais même plus. J'ai WrestleMania 34 en tête, mais il a dû quand même en faire un après. WrestleMania 35, il est pas là. Si, il Euh, est là, il trash talk Elias en mode Oui. oui, oui, docteur. c'est vrai, mais il a pas de match. Est-ce que. Alors, je ne sais- pour moi, de tête, ce serait son match mixte avec Nikki Bella contre Marie Miz, mais je suis Non, non, pardon. Non, pardon. Semaine 34, il est contre l'Undertaker où il se fait squash. Mais il a sûrement dû en refaire après, mais je ne l'ai plus en tête. Excusez-moi. Euh, mais voilà, ça fait très longtemps mais qu'il a pas, enfin, qu'il est pas monté dans un ring et qu'il nous a offert un vrai match. Étant donné qu'en plus in-ring ça a jamais été extraordinaire, j'ai j'ai peur mais que ce match, on va dire, déçoive dans son exécution, bien que en storytelling ça sera sûrement très bon. Mais alors que Cena Edge, pardon, je suis en 2007, Rollins Edge, ça prend parce que Rollins est un excellent lutteur in-ring. Edge, quand c'est pas dans un match de championnat et que du coup, mais comme tu l'as dit, PA, dans un match plus court, ça sera forcément mieux. Et je suis pressé mais de voir Rollins envoyer Edge à la retraite. Euh, voilà, pour moi, c'est ce match mais que j'attends le plus. Après, on va pas se mentir, si on a un retour de Becky Lynch, de mon côté, mais ça va popper très très fort. Écoutez, je vais répondre à ma propre question également. Je vais pas être très original, hein, je vais juste rajouter moi le match, évidemment pour moi le match numéro un, enfin celui que j'attends le plus, c'est bien évidemment Sasha Banks Bianca Belair parce que Sasha Banks est dedans et que c'est ma superstar préférée, donc j'attends tous ces matchs avec impatience. Maintenant encore une fois le Reigns Cena depuis que c'est annoncé, depuis le retour de Cena, c'est vrai qu'il y a une certaine envie de le voir, mais la promo de hier a rebattu les cartes d'une façon terrible et ils m'ont hypé, j'ai envie qu'ils se mettent sur la gueule déjà. Et bien sûr, Rollins Edge, qui est un match qui, je pense, va être un petit bijou, voilà, un petit caramel, qui va tout sucré, là, qui va descendre tout bien. Et c'est très bizarre, mais, messieurs, mais on n'a pas cité de match de Raw. Non, c'est normal. Et bien écoutez, c'est sur cette note qu'on va se laisser pour cette émission. Voilà, une petite émission au calme. La semaine prochaine, grosse semaine, normalement, 2 émissions que vous allez retrouver pour présenter NXT, enfin SummerSlam en premier du coup, et NXT Takeover. Et la semaine d'après aussi 2 émissions pour faire les reviews. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Salut! Salut.